On était en train de parler du Burundi, donc avec ces décisions de la Cour constitutionnelle qui autorise le nouveau président à prêter serment plus tôt que prévu pour éviter un vide juridique. Vous avez la parole, Germain Sossou, avant la parole. Oui, je disais que finalement, c'est des questionnements qui sont autour, à partir du cas du Burundi, qui est un cas d'école par rapport à la situation politique en Afrique, surtout francophone. C'est le conservatisme qui est des règles. Et donc, pour moi, cela paraît, c'est des questions que je me pose, ça paraît comme si les élections, surtout présidentielles que nous organisons, c'est comme avant même d'aller aux élections, les dés étaient déjà pipés. Autrement dit, oui, si c'est le même peuple dont vous parlez, qui a élu le président Nkurunziza, qui a permis à ce qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale, pourquoi ne respecteront-on pas les dispositions jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau puisque les dispositions étaient écrites, même s'il n'y avait pas eu un cas comme cela, ils sont de même bord. Le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir, tout au moins la partie intermédiaire, un mois et demi, on fait l'investiture et puis on organise. J'ai déjà dit qu'il y a eu des cas. Et bien avant ces cas, vous savez aussi que ces derniers temps en Afrique, les nouveaux chefs d'État que nous avons, vous venez de citer le cas de Mugabe, il y a le cas de la RDC où vous avez le nouveau chef d'État qui est là avec tous les problèmes. Vous voyez, donc, et n'oubliez pas même que le président Nkurunziza lui-même, avant de céder, vous savez qu'il a cédé, donc il a préparé sa sortie en fait. Donc il y a eu des négociations qui sont en attente. Donc si les gens ne s'attendaient pas à ça, finalement il meurt subitement, il faut aussi se poser la question, je l'ai dit, de quoi est mort le président burundais? Pourquoi il meurt aussi si vite? Surtout qu'il était en conflit aussi avec... Nous l'avions pensé un peu de le coronavirus. Voilà. Moi, plutôt, j'allais dire également que, vous voyez, sa mort, si sa présence constituait déjà, c'est pas une difficulté pour l'opposition, pour se manifester à certains endroits. Vous avez vu ce qui s'est passé quand l'opposition se manifestait pendant son troisième mandat. Donc, on se dit que sa mort va créer un vide, chose juridique, et qui va galvaniser l'opposition à reposer son problème. Si tout de suite il n'y a pas un président, est-ce que vous voyez? Et surtout si ce président ne vient pas de l'armée, comme serait chose Ndayishimiye, et puis comme si l'autre prenait l'intérim, il peut être débordé par des contestations. Il ne pourra pas contenir ces contestations et il va naître des tensions. Donc il faut, comme on le dit, couper ces revendications et la recrudescence des revendications de la partie politique en disant ok, nous avions déjà fini les élections, point de revenir encore sur cette élection. Donc il y avait déjà un président, autant l'installer et nous allons voir ce qui va se passer pour pouvoir dire à l'opposition, si vous devez encore prétendre un jour venir au pouvoir, c'est attendre que ce mandat-là finisse pour que vous alliez aux élections. Je pense que quand on réfléchit aussi dans cette chose, dans ce contexte, on peut dire que la Cour constitutionnelle avait pesé et la loi et la sécurité du pays pour pouvoir trancher en faveur de la sécurité de la communauté qui avait exprimé, même si aujourd'hui des gens contestent que cette expression n'était pas celle qu'elle devait être, la lecture peut être également conduite vers là. Et quand c'est là-bas, moi je pense qu'on a rendu plus service au peuple que... Parce que vous savez ce que ça concerne, cette contestation. Et si jamais l'opposition se levait et trouvait une petite fragilité, ça veut dire que tout sera remis en cause et tout sera à recommencer. Avec combien de morts, on ne sait pas. De toute façon, j'allais dire qu'au niveau du président de l'Assemblée, même s'il prenait l'intérim, finalement, ce serait un peu pour terminer le mandat de Nkurunziza. Exactement. Ce qui n'est pas tout à fait nécessaire non plus. Bien si, je vous ai dit. Je vous ai dit que l'honneur de porter le président. Au-delà de l'honneur, je m'excuse de dire ça aussi, vous savez. C'est le cas de Abbas Bofo, aujourd'hui. Au-delà de l'honneur, oui, vous avez ça aussi. C'est-à-dire que dans son CV, il a été chef de l'État. Et puis, vous avez un mois et demi d'expérience à la présidence.
c'est différent de celui qui n'a jamais été assis sur le fauteuil et qui veut être président. Donc, si jamais il en avait envie, même si ça fait 5 ans après l'autre, il peut s'en prévoir. J'espère que vous avez déjà regardé sur le film de Commandant in Chief, où le président américain était décédé et pour faire de campagne, il avait fait promouvoir une femme. Et quand il avait piqué sa crise... Commandeur en chef. Ouais. Voilà, donc, quand il avait piqué sa crise, on faisait tout pour écarter la dame. Donc, il y avait Templeton qui était là. Voilà. Jusqu'au jour où la dame fut tombée malade. Mais le monsieur a joui de ces quelques jours. De ces quelques jours. Non, de ces quelques jours même. J'ai fait une journée, vous voyez. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez, il y avait un exemple comme ça, vous voyez. Et donc, il s'agit ici de la politique. Donc, 1 mois et demi, comme il avait dit, c'est tellement important. En 1 mois et demi, on peut changer beaucoup de choses. On peut même changer des dispositions. Oui. On peut faire beaucoup de choses. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'ils assument ont des raisons. Vous voyez, c'est pour cela que je vous disais tantôt que finalement, la démocratie, c'est une façade en Afrique. C'est une façade de démocratie qu'on est en train de servir mais si aux gens. on quitte la piste politique, la piste des tensions qui pourraient naître, et qu'on vient par exemple sur la piste des chantiers du nouveau président, il est important, vu la situation économique, sociale du Burundi, que le nouveau chef de l'État entre très vite en fonction aussi. Bon, ça dépendra de comment... C'est un pays où 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Bon, en fait, est-ce que dans ses attributions aujourd'hui, on sait que c'est un bon militaire, est-ce qu'il est très bien en économie, en développement, en planification? Il a fait campagne sur la relance économique. Non, en fait, une chose est de faire la campagne, mais est-ce qu'il est technicien? Est-ce qu'il saura se faire entourer des hommes qu'il faut pour pouvoir relever le défi? Ou bien il était venu... Il y a une source au niveau de la présidence qui dit qu'on va jouer avec nos partenaires belges et de l'UE la carte de la main tendue au nouveau président burundais pour essayer de l'impliquer dans un jeu collectif. Et il poursuit, pour la première fois, on va avoir en responsabilité un interlocuteur qui n'est pas dans la fuite en avant, dans la foi divine. Oui, bon... Donc, on présente le profil du monsieur... Le monsieur... Bon. Comme un atout, finalement. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut constater aussi que Nkurunziza s'était brouillé avec plusieurs pays occidentaux et dans ses différentes prises de position et dans tout ce qu'il avait fait chez lui. Donc, aujourd'hui... D'où la question de quoi est-il mort? Est-il mort? Donc, aujourd'hui que celui-ci est venu, on ne sait pas quels sont ses contacts et pourquoi, d'ailleurs, on avait insisté que ce soit lui, quand Nkurunziza disait qu'il allait partir, que ce soit lui qui arrive. Et il est arrivé... Malheureusement, la balle a été précipitée. Et à entendre ce que tu viens de la source d'information, c'est que en Afrique, comme on le dit, toujours est-il qu'il y a derrière un chef d'État tout un pays, toute une monopole qui est là et qui oriente. Peut-être que maintenant, il va falloir permettre au Burundi de renouer ses relations avec certains pays qui ont fait déjà des promesses. Et c'est à base de ces promesses peut-être que la mort de Nkurunziza a été inopinée. On ne sait jamais. Donc, si celui-ci est favorable à ces pays qui déjà contestaient Nkurunziza, et dès que son investiture, il a pu avoir des discussions avec ces pays qui lui promettent de pouvoir l'assister pour qu'il puisse, je me dis que et qu'il a convaincu plus d'un dans le pays, c'est sûr que la Cour constitutionnelle qui attend voir la population sortir de son marasme économique et puis évoluer. Oui, mais la Cour constitutionnelle... Le nouveau président burundais a quand même intérêt, même s'il a écrit dans une publication la dernière fois que nous allons poursuivre la grande œuvre de Nkurunziza, il a quand même intérêt à faire un virage. Non, il a même intérêt à faire un virage. C'est pour cela que je vous ai posé la question de savoir de quoi est le président Nkurunziza. D'abord, quand nous parlons du nouveau président de la République, à moins que lui, il sache véritablement de quoi est le président de la République. Parce que si ce n'est pas Corona et qu'il y a un guison, il faut lui-même son mandat. Vous venez prendre la place de quelqu'un, mais vous ne savez pas pourquoi il est mort subitement. Vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, ou bien il sait pourquoi le monsieur est vite parti, si ce n'est pas coronavirus. C'est vrai qu'il faut qu'on... Est-ce qu'on peut parler de vite parti dans la mesure où il ne restait que 2 mois dans son 3e mandat, finalement? Oui, mais ça, vous dites ça, vous occultez la réalité qui a été préparée. Et la réalité... Qu'il soit le guide suprême, voilà, la réalité, c'est que... le nouveau président. Oui, voilà, la réalité, c'est qu'il va quitter le pouvoir
Mais il ne lâche pas le pouvoir, en fait, c'est comme ça. Donc, c'est pour cela que je vous dis qu'il y a l'intrigue. Parce que le même cas se trouve en RDC. Oui, en RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, là, s'il livre, vous avez notre chef de l'État qui se balade dans la rue, tout ça, qui prend sa bière. Mais est-ce que, voilà, c'est ça. Donc, tout le monde veut implémenter ça. C'est pour cela que Nkurunziza est parti, parce que Nkurunziza a toujours estimé qu'il a été choisi par Dieu. Et quelqu'un qui a été choisi par Dieu ne quitte pas son peuple comme ça. Donc s'il a été contraint, c'est que dans les tiroirs, il y a eu des accords qui lui permettent d'avoir des visas et d'avoir un œil sur le pouvoir. Autrement dit, il n'aurait pas facilement cédé jusqu'à choisir son défunt. Donc, mis à part ces accords, il est mort. On dit que c'est Corona. Vous me parlez tout à l'heure de Corona. Tout le monde, nous avions suivi un peu les manifestations de Corona. Moi, est-ce qu'il était malade sans que les gens ne sachent? Je ne sais pas s'il y a eu nous avions posé ce problème de santé des chefs d'État qui ne sont pas souvent révélés. Bon, Corona attaque un individu et aujourd'hui, le lendemain, il meurt. Je ne sais pas. Hein, si, je sais pas, bon, ça dépend de quand il a contracté. Bon, voilà, donc c'est ce que je dis. Peut-être qu'il était malade. À tout, hein. Oui, et puis des sources médicales à Nairobi ont révélé que sa femme portait bien le coronavirus. Oui, mais je vous dis, si vous voulez nous remonter, on remonte dans le temps. Je vous présente tout à l'heure la situation en Afrique du Sud, quand il y avait les Sud-Africains qui luttaient contre l'apartheid, comment on a assassiné les gens, y compris les familles. Vous allez vous allez être étonnés. Donc, lorsqu'on veut faire partir un chef d'État, on a vu de tout, hein, y compris ses enfants, pour que quand les gens vont commencer par poser des questions là, vous puissiez tout à l'heure, si vous n'avez pas la capacité d'aller au-delà, d'être convoqué tout de suite. Donc, dans ça, même avec, comment on appelle ça, les parapluies, on a assassiné des leaders politiques qui luttaient contre l'apartheid. Avant Nelson Mandela, Nelson Mandela n'était pas au devant avant. Il y a eu des gens. Voilà, donc, c'est comme ça. Et donc, on a ces archives-là, on sait comment, lorsque vous brouillez avec la communauté internationale, il y a même des cas ici, les 140, sauf que ça a été brutal. Mais il y a des gens qu'on a assassinés comme ça. Donc, le temps du coronavirus, certains ont dit que c'est un virus, tout ça, mais c'est une opportunité pour faire autant de choses. Bon, mais dans tous les cas, moi, je mets une hypothèse. Ce que je dis, c'est qu'il y a intrigue au Burundi. La façon dont il est décédé, on dit oui, c'est Corona, mais la façon dont on veut faire rapidement que l'autre prenne fonction. Oui, prenne fonction, il y a un problème. Et je dis que le nouveau président, qu'on veut vite introniser, si lui-même, il ne prend pas le temps de convaincre les gens, de laisser les choses se faire jusqu'à un mois, et il accepte ça, et il accentue les tensions. Je ne sais pas si lui-même son fauteuil là, je ne sais pas s'il sera véritablement libre pour conduire les Burundais. C'est ça que tout le monde cherche. Voilà. Bon, il faut aussi voir la position du président de l'Assemblée par rapport à la décision. Si c'est dans la même maison, il se peut qu'il y ait eu des concertations et suffisamment de discussions autour de la chose pour que ça puisse passer. Chez nous, Natchaba était rentré dans les rangs. Voilà. Donc, d'accord. Espérons. Notre deuxième sujet du jour, c'est le Niger. On va parler de ce scandale de surfacturation avec cette accusation portée par une journaliste contre le fils du président. L'avocat du fils du chef de l'État du Niger a jugé vendredi aussi grave qu'infondées les accusations portées contre Sani Mahamadou Issifou dans le cadre du scandale de surfacturation dans l'armée par la journaliste Samira Sabou, qui a été écrouée depuis mercredi par la publication sur une page Facebook d'informations aussi graves qu'infondées. Samira Sabou n'agissait pas en tant que journaliste, car un journaliste aurait, lui, pris le soin de vérifier les informations qu'il avance, écrit dans un communiqué transmis à des journalistes. Maître Yacouba Boulama, l'avocat de Sani Mahamadou Issifou, fils et directeur adjoint du cabinet du président nigérien. Alors finalement, on connaît cette affaire au Niger. Il y a eu surfacturation, disons détournement de plus de 100 milliards de francs CFA d'argent qui était destiné à acquérir du matériel. On a même appris qu'il y avait un certain type de matériel qui était destiné à équiper l'appareil, l'avion du président de la République, le moteur et le blindage. Tout a été détourné. Est-ce que vous pensez qu'une telle chose aurait pu être organisée simplement entre hauts gradés de l'armée sans que la tête de l'exécutif n'ait rien su, n'ait rien à voir dedans? Je vous parlais tout à l'heure quand on discutait de l'autre sujet que c'est en Afrique, je crois que l'alternance, avant même d'être politique, la problématique c'est économique. C'est-à-dire que c'est les intérêts.
c'est le fait que les gens qui nous régentent pendant un certain nombre d'années ont eu la possibilité de contrôler ces aspects, surtout les finances. Et donc, vous savez, le problème du Niger, je crois que ce problème dont nous voulons débattre augure un ensemble de malgestion dans le cadre du problème qui se passe au Sahel. Vous connaissez l'histoire du G5, G5 Sahel, où le djihadisme, à un moment donné, avait obligé la communauté internationale, y compris les pays africains, tout ça là, à se constituer donc à ce qu'on appelle le G5, avec des financements. Et ces financements, la majeure partie de ces financements venaient de l'Occident. Si vous vous souvenez les chiffres, les États-Unis avaient donné des sous, l'Union européenne, la France elle-même avait donné des sous, tout ça là, et ça devait servir véritablement à combattre le djihadisme dans la sous-région. Mais je ne sais pas si au travers cette il y avait une institution qui devait contrôler véritablement d'abord la réception des finances, l'exécution des projets, tout ça. Aujourd'hui, le scandale qui se déclenche au Niger est effrayant, en ce sens que on parle de détournement d'argent, surtout de faux documents, et donc où il y a implication des officiers supérieurs de l'armée, ce qui n'est pas une nouvelle chose en soi. Vous savez que sur le continent, un certain nombre de pays, sur la base d'un certain nombre de rapports, ont été inculpés par les organisations et dont certains généraux ont été impliqués dans l'histoire de la drogue, et donc la vente des armes et tout ça là. Il y a ces dossiers-là qui sont pendants. Mais dans le cadre de la lutte contre le djihadisme, le rapport qui est en train de sortir et qui démontre qu'il y a eu détournement et frais. Parce que c'est non seulement de la trahison. Parce que s'il faut remonter, comme Samuel a posé la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut envoyer autant de sous sans que le chef de l'État, je ne sais pas... Du moins son entourage immédiat. Oui, le Premier ministre, le ministre des Finances, et tout ça là, n'ait eu cet argent que ce soit... voilà. Donc ça veut dire que s'il faut véritablement statuer sur ce dossier, tout le monde devait tomber. Ça, je reste persuadé. Et pour répondre clairement à cette question, moi, je ne crois pas que, comme il y a actuellement un procès en RDC, moi, je ne crois pas que l'exécutif ne soit pas impliqué. Et généralement, dans nos pays, les détournements se font. Et il y a des cas même dans notre pays. Si vous avez eu des gens ont détourné des sous, qu'on veut faire les routes, tout ça là, mais les premiers responsables ne sont jamais, ils n'ont jamais rien fait pour que ces personnes soient inquiétées. Donc ça veut dire que c'est une façon de faire. Et donc ce qui se passe au Niger là-bas, c'est un conglomérat de personnalités qui se sont entendues. Je fais cette fausse facture là, bon voilà, toi tu prends 5 000, je sais pas, toi tu prends 1 milliard pour les campagnes qui arrivent, toi tu fais ainsi. Les populations deviennent quoi? C'est pas notre problème, je crois que c'est ce qui s'est passé. Ce que la journaliste Samira Sabou a fait au niveau de sa publication, c'est d'établir un rapport entre un homme d'affaires et le fils du président. Celui-ci nie. Moi, j'ai jamais vu d'homme politique qui a accepté, oui, d'accord, ce qu'on dit, je l'ai fait. Finalement, on arrive à prouver qu'il n'était pas si loin que ça non plus. Bon, en fait, c'est normal qu'il y ait eu de relations entre le fils du président et un grand commerçant qui peut être indexé dans cette situation. Moi, je pense plutôt à certaines malversations à un niveau très élevé que ce que nous pensons. Parce que j'ai déjà entendu dans un pays où il était dit que même, vous l'avez aussi bien dit, que c'était dans le cadre d'appuyer le Niger à résorber le problème des djihadistes, que des appuis multiformes venaient de l'Occident pour pouvoir les accompagner. Et j'avais déjà appris quelque part que dans ce cadre de coopération, on vous fait signer des fois des papiers à blanc. Vous signez, l'argent n'arrive jamais. Et je pose maintenant la question de savoir, est-ce que l'argent est versé en liquidité ou bien on vous demande, nous vous appuyons dans la charte 2. Donc faites les dossiers, nous nous chargerons de payer et vous allez récupérer. Parce que à voir ce qui s'est passé ici, c'est que des gens avaient estimé
qu'ils ont commandé du matériel dans une industrie ukrainienne, moteur SIC. Et on devait leur ramener ce matériel. Donc, ils devaient avoir réception. La première chose que j'observe, si vraiment les hauts dignitaires étaient impliqués, pourquoi il y a eu au sommet de l'armée un changement en février? Pourquoi celui qui est venu a demandé un audit? Et il paraît que c'est sous la houlette du président, du chef de l'État, qu'on a demandé que cet audit soit opéré. Et l'audit a commencé. Avant le 29 février, on a constaté qu'il y avait déjà un certain nombre de facturation. Et le chef de l'État, le chef de l'armée, a dû dépêcher des gens dans les pays où on est censé commander le matériel qui devait arriver. Et c'est dans ces pays, surtout en Ukraine, qu'on est allé constater que rien de ces commandes-là n'avait passé par là et que l'Ukraine ne connaissait rien de cette histoire alors qu'il était bien dit que le moteur avait été acheté et certains camions étaient achetés. Ce qui suppose qu'il y a eu des transactions entre de fausses personnes au nom de relations d'achat entre le Niger et l'Ukraine. Et dans cet état, dans cette figure de style, on ne peut pas dire que... C'est là où je suis en train de me demander, est-ce que le chef de l'État aurait su que son enfant était impliqué dans ce truc, aurait mis en place quelqu'un qui allait dénoncer son fils publiquement, et quand même, dans le camp du président, parce que il y a le comité de droits de l'homme, où il y a des hommes ministériels, des hommes du parti, qui demandent à ce que l'État, le chef de l'État fasse tout et tout pour que l'affaire-là puisse être envoyée en juridiction, afin que tous ceux qui seront impliqués dans ce truc-là soient poursuivis. Et quand nous regardons les deux ministres qui ont été impliqués, plus le responsable de l'armée également, qui aujourd'hui est encore dans le service du président. Quand nous faisons le calcul, nous faisons le recoupement de tout ça, on se dit que quelque part, le président n'aurait jamais mis quelqu'un qui sortirait derrière lui. Ça va peut-être innocenter un tout petit peu. Ajouter à cela, il y a le fait que non, je ne pense même pas qu'il n'aurait pas pu penser qu'on irait chercher jusqu'à établir la relation entre son fils et l'homme d'affaires pour pouvoir aller... Bon, ce qui a aussi lieu de voir, c'est que nous sommes en matière de politique où tout est vendu, tout est vendu très cher. Il suffit que je sache que mon ami est en relation avec une personne et que mon ami lui-même est issu de tel bord. Je dirais que c'est pas son entreprise. Donc c'est justement pourquoi je voudrais dire qu'effectivement, est-ce que Samira, en publiant, a investigué suffisamment sur la question pour relever les types de relations qui liaient Sani et avec l'homme d'affaires précité. La manière dont l'autorité nigérienne traite quand même cette affaire semble dénoter d'une certaine légèreté, dans la mesure où personne n'a encore véritablement été impliqué. On demande juste aux gens de régulariser la situation. C'est pas comme ça qu'il faut traiter une pareille affaire. Je vous disais tout à l'heure que dans peut-être ces affaires, peut-être on va étouffer ça. Vous savez que entre-temps, les Maliens ont pris sur eux la responsabilité de dire qu'ils ne veulent pas des troupes françaises dans le cadre du Diaco. Voilà, ils sont là, mais on ne voit rien. Je vous ai rappelé tout à l'heure que la majorité du financement venait de l'Occident. Pour combattre le djihadisme, c'est beaucoup d'argent. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes. Moi, je vais donner de l'argent dans mon quartier pour qu'on fasse, je ne sais pas, un truc sportif. Et puis, c'est fini, je disparais, je ne cherche pas à savoir comment c'est géré. Si je veux vraiment que ce pourquoi j'ai financé aille aboutisse... Cet argent n'est souvent pas donné, c'est prêt dans des conditions données. Dans tous les cas. Et effectivement, ceux qui amènent cet argent sont eux-mêmes des prédateurs pour cet argent. C'est là où je voulais venir. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que si ceux-là même qui ont donné les sous, 50 millions d'euros par là, 10 millions d'euros, parce que si vous reprenez, vous allez voir. Mais ceux qui ont donné les sous, alors pourquoi il n'y a pas une
une structure qui... Voilà, vous comprenez. Donc effectivement. ça voudrait dire que, en fait, on est dans un jeu où il faut que les gens se réveillent. Alors, ce qu'on est en train de vouloir arrêter en Afrique, c'est les généraux et autres, tout ça là. Parfois, tout ce que nous sommes en train de voir à coup de... C'est un bluff. Parce que nous, la population, on ne connaît pas un chat. Le chat, comme vous voyez le chat, ça peut être une pacotille qui est en train de se défiler devant vous. Vous êtes content qu'on a amené les chats pour combattre les djihadistes. Oh, vous êtes là, tout ça. Donc, tous les sous qu'on a investis, c'est parti par où? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est les Africains? Parfois, comme vous venez de le dire, c'est coopérant. Oui. C'est soi-disant, quoi, tout ça là. C'est eux Qui qui reprennent les sous. Qui nous appuie. Oui, Il n'amène même pas. Il n'amène même pas. Parfois, voilà. Donc, Parfois, c'est ça. il n'amène même Parfois, pas. les sous sont où c'est décaissé. Oui. Mais ils savent comment reprendre ça, mais ils habillent ça aux autochtones, tout ça. Sinon, normalement, depuis là, n'eût été cette affaire-là qui déclenche au niveau du Niger, tout ça là. Les donateurs même n'ont jamais demandé, une fois publiquement, qu'on fasse par exemple le point de la alors situation. Alors que quand ils nous amènent cela, voilà. Quand ils nous amènent ces fonds, nous disons devant eux que ces fonds seront utilisés de façon efficiente et voilà. De façon transparente. Voilà. Et parce que eux, ils ont fait un prêt, ils avaient cette obligation de sur l'utilisation, parce qu'une mauvaise utilisation de ces fonds ne pouvait plus leur revenir. Est-ce que c'était des prêts ou c'était des dons? Déjà, il faut chercher à savoir tous ces sous-là qu'on a mis. C'est pas souvent des dons. Hein? Oui, mais si ce n'est pas des dons, c'est des prêts. Et il est important que, parce que quand vous dites des prêts, c'est des générations qui vont payer. Ils vont payer. Mais il faut effectivement qu'il y ait une... Non, mais justement, c'est là où moi j'étais en train de me dire que si le chef de l'État lui-même a diligenté cet audit, c'est qu'il voulait comprendre comment les sons sont arrivés. Peut-être qu'il attendait que c'est l'argent qui arrive. Il demande, on lui dit que l'argent n'est pas arrivé. L'argent a servi à acheter. Il y avait aussi les questions de matériel de combat, parce que les troupes font face au terrorisme. Il y a eu entre 2019 et 2020 au moins 200 soldats nigériens qui ont été tués. Ils n'ont pas les équipements, alors que l'argent a été débloqué pour les équipements. Justement, c'est pourquoi aujourd'hui, ça nous donne encore plus raison de chercher réellement là où l'argent est passé, si effectivement le donateur, de la source du donateur, est-ce que c'est rentré dans une banque ou bien c'est directement sorti de là-bas pour aller vers la commande et cette commande-là a été faite et qui a réceptionné quoi? Et parce que tout de suite là, on peut brouiller le terrain en mettant... Et puis vous voyez ce qui est sûr, il y a la bourgeoisie comprador qui existe. Hein. Dès que ça naît, ils ont des moyens de pouvoir utiliser des compatriotes pour semer assez de zizanie. Le problème sera étouffé si on dit aujourd'hui que c'est le fils du président qui, par relation avec, est impliqué dans cette histoire. Et le président ne pourra plus avancer parce qu'il ne sait pas si c'est vrai la part de vérité ou la part de fausseté de cette déclaration. Et pour pouvoir arriver à cette déclaration, il faut que quelqu'un qui connaît bien ce dossier t'ait poussé à pouvoir... Samira peut-être a été poussé par quelqu'un qui connaît bien ce dossier et qui veut brouiller les pistes. Maintenant, on a déplacé la vision du peuple vers un autre côté. Ouais. Ah, le chef de l'État lui-même est là. Moi, je ne vais plus bouger. Voilà. Et tout ce que les gens feront maintenant, ce ne sera plus pour chercher la vérité, mais pour aider le président à sortir de ces accusations. Et le problème sera laissé de côté. On va marquer la grande pause et nous revenons après le journal.